Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaiterais exprimer ma gratitude envers le CRIJAD. Merci de nous offrir cet espace de réflexion partagé et aussi interdisciplinaire qui est très précieux. Donc, je vais partager avec vous une recherche, action, formation sur la capitalisation des savoirs d'expérience de survivantes de violences sexuelles qui a été donc menée au sud Kivu, dans la République démocratique du Congo, la RDC. Et l'objectif de cette recherche, donc, était d'expérimenter une approche innovante dans le contexte de l'aide humanitaire pour accompagner les participantes à capitaliser leur savoir d'expérience dans une perspective de renforcement de leur pouvoir d'agir. Donc aujourd'hui, j'évoquerai finalement de façon assez succincte d'où a émergé le projet de recherche pour finalement focaliser assez largement ma présentation sur la méthodologie que nous avons utilisée pour accompagner les participantes à capitaliser leur savoir d'expérience. Et à partir des effets vécus de cette expérience, je souhaiterais avec vous partager l'état actuel de ma réflexion sur une approche que je désignerai ici de praxis collective de la narration de soi, en recherche et en intervention, afin d'explorer son potentiel pour une réhabilitation des savoirs marginalisés et une décolonisation des savoirs et des esprits. Et donc, je tiens à souligner ici que cette réflexion, donc, qui est au cœur en fait de ma démarche doctorale en cours, n'est donc pas une démarche intellectuelle, individuelle et solitaire, mais qu'elle est bel et bien intriquée au contexte et aux interactions avec les personnes et les institutions impliquées. Donc, je souhaiterais quand même ici prendre le temps de rendre visible leurs contributions essentielles. Tout d'abord, les femmes qui ont été impliquées dans le dispositif et qui se sont unies à la fin de la recherche en collectif qu'elles ont nommé en swahili Kikundi ya Wanawake ya Pambanaji, en français le collectif des femmes battantes. Je souhaiterais également exprimer ma reconnaissance envers Jacques Kimina Mungilima, qui était psychologue pour Médecins du Monde Belgique et qui était également mon binôme d'accompagnement dans le dispositif de recherche et avec lequel nous avons co-construit et ajusté la méthodologie continuellement. Médecins du Monde également Belgique qui était partenaire de cette recherche. Et enfin, je souhaite exprimer donc ma reconnaissance au fond au profit des victimes de la Cour pénale internationale, sans laquelle, finalement, cette recherche n'aurait pas pu se réaliser, ainsi que pour la Maison des sciences de l'homme de la région Val-de-Loire en France pour leur soutien financier et technique, qui nous permettra prochainement de pouvoir valoriser et diffuser les savoirs construits lors de cette recherche. Donc, dans le discours international, les violences sexuelles et basées sur le genre en temps de conflit sont souvent réduites à la notion de viol comme arme de guerre et du corps des femmes comme champ de bataille, dont malheureusement le cas de la RDC est paradigmatique. La RDC est souvent qualifiée par la communauté internationale comme étant le pire endroit sur la Terre pour les femmes pour vivre, mais également la capitale mondiale du viol. Il est nécessaire donc d'examiner de manière critique, comme l'ont fait notamment ces 4 autrices qui sont présentées sur cette slide, les récits dominants qui ont orienté les stratégies d'intervention et ont éclipsé d'autres cadres de compréhension alternatifs, allant à l'encontre des objectifs visés et même augmentant la violation des droits humains. Jane Friedman met, elle, en lumière la problématique des représentations médiatiques qui sont souvent basées sur des stéréotypes racistes et coloniaux et dans lequel les médias finalement rivalisent pour produire les images les plus choquantes possibles, ce qu'elle qualifie de pornographie de la violence. Ces récits hégémoniques, qui sont donc exploités à des fins économiques et politiques, perpétuent des systèmes de violence, dont celle de la violence épistémique. Ils participent au maintien de l'oppression épistémique qui invisibilise la part d'agentivité des femmes pour survivre et s'autonomiser dans un contexte de crise et de conflit prolongés, tout en aliénant leur capacité à se percevoir et à être perçues comme productrices de savoir. Donc ces éléments que j'esquisse un peu brièvement ici ne sont pas pour autant une simple mise en contexte qui viserait, selon le cadre normatif hégémonique positiviste, à camper le décor, comme on dirait, dans lequel se situe la recherche, comme si nous en étions finalement depuis une posture prétendument neutre, observateur, observatrice extérieure,
Mais à l'inverse, nous avons à considérer, en tant que chercheuse, mais également en tant que travailleuse humanitaire, comment nous sommes situés et nous nous situons en contexte, en lieu et en lien. Cette perspective critique nous convoque ainsi à assumer la responsabilité pour autrui dont nous parlait Florence Piron, mais aussi la responsabilité avec un H que j'emprunte ici à Louis Staritsky. Par ce prisme, il s'agit non pas alors de mettre en contexte, mais de se mettre en contexte pour prendre acte des positionnalités en jeu dans la recherche, pour essayer à expérimenter des espaces de co-création et de co-réflexion pour se lier tout en se déliant des liens de domination et d'oppression épistémique. Ce projet de recherche, donc partenarial et participatif, est une tentative, donc bien plus une démarche qu'une concrétisation, pour créer un espace commun, pour permettre une co-reconnaissance des savoirs des femmes impliquées. La recherche action-formation, que je désignerai par la suite RAF par souci de simplicité, s'est déroulée sur une période de 6 mois, allant d'octobre 2022 à mars 2023, et elle a impliqué la participation de 20 femmes âgées entre 18 et 50 ans. Et donc, avant le début du projet, en fait, la plupart des femmes avaient bénéficié d'un accompagnement psychologique qui avait été proposé par Jacques, donc mon binôme d'accompagnement, dans le cadre de sa fonction à Médecins du Monde. Jacques avait ainsi établi une relation de confiance préalable avec elles, basée sur la confidentialité, qui a été véritablement une prémisse à leur implication dans le projet. Nous avons à ce moment-là mené des entretiens individuels avec chacune d'entre elles dans le but de garantir une compréhension mutuelle, mais également de poser les bases d'une relation de réciprocité. Ce moment a été l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître mutuellement, de pouvoir être à l'écoute de leurs préoccupations actuelles et de leur situation, et également pour nous de partager un peu de notre propre histoire avec elles. Donc, le dispositif a été pensé comme un espace où l'émergence et la co-construction des savoirs d'expérience s'accompagnent dans et par le collectif, et au sein duquel notre binôme d'accompagnement puisse servir de fonction contenante, sensible, mais aussi solidaire à la dynamique groupale. Les échanges dans le dispositif se sont donc déroulés en swahili et ont été interprétés en simultané par Jacques pour moi. Donc, en articulant recherche, action et formation de manière interconnectée, notre démarche visait donc 3 finalités principales. Dans le pôle formation, il s'agissait de co-construire les connaissances, il s'agissait de construire dans le collectif des savoirs d'expérience et qui s'inspirent de la vision tripolaire d'auto, co et co-formation qui a été proposée par Gaston Pinault, où la formation expérientielle, finalement, se pense et se produit non seulement par soi, mais en interaction avec les autres, l'environnement et la société. Dans le pôle action, il s'agissait de pouvoir justement mobiliser ces savoirs d'expérience pour agir à l'échelle individuelle et collective. Et dans le pôle recherche, de coproduire des connaissances sur les processus et les effets de ce dispositif. Donc ici, nous avons conçu la praxis collective de la narration de soi comme étant le vecteur central du processus de capitalisation des savoirs d'expérience, donc processus que Pierre de Zutter qualifie de passage de l'expérience à la connaissance partageable et qui vise donc une dynamique de formation qui est tournée vers l'avenir et le changement. Et la praxis était ici entendue, comme le propose Paolo Freire, en tant qu'action et réflexion, c'est-à-dire ici comme une activité collective de production de savoir et de transformation pratique. Cette praxis collective de la narration de soi, donc animée par une visée herméneutique et émancipatrice, s'inspire du courant des histoires de vie de Gaston Pinault, où, comme le souligne Alexandre Lenné, la démarche des histoires de vie permet à celui et celle qui s'y impliquent, je le cite, d'être dans une démarche d'identification à la fois de ce que j'ai appris, mais également de la manière dont je l'ai appris. Donc, par cette démarche, les participantes pouvaient être perçues et se percevoir comme chercheuses sur leur propre histoire. Il est également important ici de préciser que la démarche n'avait donc pas pour viser la narration isolée et spécifique du vécu de la violence sexuelle, qui, à notre sens, est plus délétère qu'autre chose, en ce sens qu'elle court le risque en fait, de perpétuer une assignation identitaire à laquelle ces femmes sont souvent soumises, mais qu'au contraire, la démarche visait plutôt à faciliter la narration
l'identification et la narration des moments significatifs vécus par les participants dans leur parcours de vie, dans le but de mettre au jour la multidimensionnalité des expériences vécues. C'est en ce sens qu'une telle démarche, dans une visée compréhensive, permet d'appréhender les réalités hétérogènes, complexes et mouvantes que ces femmes vivent, de nous mettre à l'écoute des expériences de domination imbriquées qu'elles rencontrent, de leur manière d'agir et d'interagir avec et contre ces relations sociales, d'accompagner ainsi la mise à jour et la reconnaissance de savoirs intersectionnels situés. Donc, le déroulement de la RAF a été pensé en plusieurs étapes dans le but de faciliter une progression dynamique de la capitalisation des savoirs d'expérience. Et donc, pour les 2 premières étapes, en fait, nous avons divisé l'ensemble des participantes en 2 groupes restreints. Et puis, par la suite, nous nous sommes retrouvés avec l'ensemble des participantes, à la fois pour mutualiser les expériences, croiser les points de vue, mais aussi finalement co-décider ensemble de la suite que nous souhaitions donner à ce projet. Donc pour la première étape, le cycle Histoire de vie, chaque groupe a participé à 5 sessions d'une journée chacune. Et au début du cycle, donc, nous avons construit le cadre et le contrat collectivement, les règles de fonctionnement du groupe, la confidentialité des échanges, la façon d'accueillir et de recueillir les récits. Également, la question de la propriété des productions ont été donc décidées pour et par chaque groupe. Et puis, donc chacune était considérée finalement garante du cadre et avait la possibilité d'intervenir à tout moment de la session, soit pour rappeler les règles si la personne pensait que nous nous en étions éloignés, soit proposer d'en ajouter d'autres si elle le trouvait nécessaire. Ensuite, chaque session se déroulait en 4 étapes. Donc, premièrement, un moment individuel où elles pouvaient prendre le temps d'explorer leur vécu à travers la médiation de différents outils. Deuxièmement, un temps qui était dédié à la socialisation des récits au sein du groupe, où chacune était libre de décider du moment opportun pour partager ou non son récit, en totalité ou en partie, et était également libre de décider par elle-même si elle pensait que l'enregistrement vocal du récit pouvait contribuer aux fins de la recherche ou non. Et en troisième lieu, donc, nous avions un temps de réflexion collective sur les éléments partagés et marquants des récits, ce qui nous permettait d'explorer ensemble finalement les effets socio-émotionnels qu'ils avaient générés en nous et les apprentissages qu'ils avaient suscités. Enfin, nous concluions chaque journée par un retour réflexif où nous partagions notre vécu de la session, mais également les moments qui avaient été pour nous marquants et formateurs. La deuxième étape, l'atelier de valorisation des savoirs d'expérience, visait, elle, à faciliter la transition de la formation à l'action en accompagnant les participantes dans la formalisation des savoirs d'expérience qui avaient été mis au jour lors du cycle Histoire de vie, mais également dans l'identification des modalités et des moyens d'action par lesquels elles souhaitaient mobiliser ces savoirs à l'avenir, tant à l'échelle individuelle que collective. L'objectif était donc de réfléchir collectivement à la manière dont la mobilisation de leur savoir d'expérience pourrait contribuer à obtenir pour elles une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles, mais également leur entourage. Donc là, à ce moment-là, la journée était divisée en 2 temps. Un premier temps de réflexion individuelle où les participantes étaient encouragées à réfléchir aux expériences et aux savoirs associés qu'elles souhaitaient faire reconnaître et mobiliser. Et donc pour ça, nous leur avons proposé un guide pour les accompagner dans cette démarche assez simple à partir des questions suivantes. Quelle expérience je veux valoriser? Quel savoir associé à cette expérience je veux mobiliser? Auprès de qui? À quel moment? Comment? Etc. Puis, elles ont partagé dans le groupe leur production. Et ensuite, nous avons eu une session de brainstorming où chaque groupe a été invité à émettre et partager ses idées et ses opinions concernant la stratégie collective à adopter pour valoriser et diffuser les savoirs construits lors de cette recherche. Les participantes ont donc co-décidé des objectifs de la diffusion, des messages à transmettre aux acteurs et actrices à interpeller, ainsi que des thématiques et contenus d'expériences à mettre en lumière. 3 semaines après, un atelier de retour d'expérience a été organisé qui, là, cette fois-ci, réunissait l'ensemble des participantes. Et l'objectif était donc de croiser leur expérience sur la mise en pratique de la valorisation de leur savoir d'expérience.
Donc à ce moment-là, chaque participante a pu narrer son expérience et dans une optique d'apprentissage collectif, chaque partage de récit était suivi d'un temps de réflexion où l'ensemble du groupe était invité à accompagner la participante, à expliciter finalement quel effet elle avait ressenti, quelle réussite ou obstacle elle avait rencontré lors de sa mise en action. Nous avons également cherché à comprendre par cela comment leurs démarches ont été accueillies par leurs interlocuteurs, interlocutrices, que ce soit par exemple l'entourage familial, social, les institutions, etc. Et face aux difficultés rencontrées, nous cherchions ensemble comment trouver des solutions ou ajustements pour qu'elles puissent continuer de mobiliser par la suite leur savoir. Puis, une journée était dédiée à la coévaluation du dispositif avec l'ensemble des participantes, où là, l'objectif était de co-analyser et coproduire des connaissances sur les processus et les effets vécus de la RAF. Donc, nous avons essayé d'examiner comment chacun, chacune, depuis notre point de vue, et donc également nous, en tant qu'accompagnateurs, accompagnatrices, avions vécu le dispositif et notre implication dans le collectif, ainsi que les effets formateurs et transformateurs vécus. Puis la dernière étape donc, a été celle de l'atelier de préparation de la diffusion des savoirs, qui a été organisé donc 2 mois après le début de la RAF, où nous avons d'abord mis en commun le travail de brainstorming sur les stratégies collectives qui avaient été préalablement réalisées par les 2 groupes. Et nous avons constaté à ce moment-là que finalement, en fait, les 2 groupes avaient opté pour la même stratégie, c'est-à-dire pour la sensibilisation des acteurs et des actrices de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, et avec un accent assez particulier pour le personnel de santé. Donc, ce consensus nous a permis d'adopter cette stratégie commune et de pouvoir discuter des formats que nous pensions les plus inclusifs possibles et les plus larges possibles pour la diffusion. Donc, en préparation avec Jacques, nous avons tout d'abord opéré les récits et les échanges collectifs en lien avec les thématiques d'expérience retenues par les 2 groupes. Puis, lors de l'atelier, nous avons présenté ces récits aux participantes pour qu'elles choisissent ceux qu'elles voulaient valoriser et pour qu'elles donnent leur accord pour la diffusion. Et donc, pour porter d'une voix collective leur savoir, nous avons proposé aux participantes de trouver un nom qui ait pour elles fonction d'autorisation. Et donc, elles ont choisi Kikundi Yanawake Yapambanaji, le collectif des femmes battantes. Et donc là, la diffusion en cours de préparation, les savoirs co-construits seront donc accessibles en fait en libre accès sur un site internet au travers de podcasts en swahili et sous-titrés en français. Donc, sans détailler ici l'ensemble des effets formateurs et transformateurs vécus, je veux juste partager avec vous 3 récits produits chacun et chacune depuis notre point de vue. Donc, tout d'abord, le premier, celui d'une participante qui dit « Ce que j'ai trouvé dans ce groupe, c'est qu'actuellement, j'ai la paix et la joie parce que je n'étais pas en mesure de me mettre debout devant les gens pour m'exprimer. Mais actuellement, moi aussi, je peux me mettre debout n'importe où. Je peux décanter, je peux résoudre les problèmes que les gens ont sans avoir honte. Ça m'a enlevé la honte et ça m'a donné de la force. » Je vous propose ici celui de Jacques. J'ai beaucoup appris parce que je ne me représentais pas que les femmes ou bien les survivantes avaient aussi des savoirs à leur niveau, ou bien des stratégies qu'on pouvait activer pour s'en sortir, pour surmonter la difficulté, que ça pouvait être actionné, en tout cas réactivé à la surface, que nous avons aussi des capacités qui nous permettent de survivre. Donc la RAF, c'était vraiment une occasion pour moi de comprendre d'autres aspects auxquels je ne faisais pas tellement allégeance dans les processus de prise en charge ou bien d'accompagnement des survivantes de violences sexuelles. Je vais passer sur le mien pour rapidité. Donc, c'est à partir de cette expérience de recherche que je souhaite interroger avec vous en quoi une praxis collective de la narration de soi pourrait constituer une voie potentielle pour une réhabilitation des savoirs marginalisés et une décolonisation des savoirs et des esprits. Il me semble que si le courant des histoires de vie, par ses fondements épistémologiques et éthiques, offre un terreau propice à la décolonisation des savoirs et des esprits, il demanderait à être nourri et enrichi par les approches intersectionnelles et décolonisatrices pour réaliser pleinement son potentiel. Et donc, c'est ici, à partir de l'apport d'auteurs et d'autrices qui ont contribué et contribuent aux approches décoloniales et intersectionnelles, que je souhaite amener certains éléments qui pourraient être pensés, en tout cas que j'essaye de penser, comme repères méthodologiques et éthiques pour une praxis collective de la narration de soi.
Praxis qui viserait à transformer les silences en voix, gestes, récits et actes, en inventant des espaces d'auto, co et co-reconnaissance des savoirs d'expérience marginalisés, donc de savoirs d'expérience intersectionnels, situés et pragmatiques, espaces qui seraient donc des espaces d'auto, co et éco-formation pour décoloniser les savoirs et les esprits. Et donc, pour penser certains de ces repères, parmi d'autres qui restent à construire, j'évoquerai tout d'abord celui de faire sien le droit à l'opacité. Et donc là, je cite en référence Édouard Glissant qui disait « Je réclame pour tous le droit à l'opacité. Il ne m'est plus nécessaire de comprendre l'autre, c'est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence pour vivre avec cet autre ou construire avec lui. Il s'agirait également de s'investir dans une écoute patiente, écoute patiente dont nous parlait Bell Hooks, dont je reprends ici l'extrait qui a été traduit en français. Je suggère que nous n'avons pas nécessairement besoin d'entendre ou savoir ce qui est dit dans sa totalité, que nous n'avons pas besoin de maîtriser ou conquérir le récit dans son ensemble, que nous pouvons savoir par fragments. Je suggère que nous pouvons apprendre des espaces de silence aussi bien que des espaces de parole, que dans l'acte patient d'écouter une autre langue, nous pouvons subvertir la culture de frénésie, de consommation capitaliste qui exige que tout désir doit être immédiatement satisfait. Il s'agirait également de pratiquer une écoute de l'affect, donc une écoute très spéciale dont nous disait Lisa Delpit, qui nécessite non seulement des yeux et des oreilles ouverts, mais aussi des cœurs et des esprits ouverts. Il s'agirait également, selon moi, c'est un petit peu discuté ce matin, de refuser la traduction, interprétation comme conversion, absorption, appropriation dans le cadre normatif du langage scientifique et bien évidemment de permettre un libre accès à la diffusion des savoirs pour lequel Florence Piron militait. Je vous remercie de votre attention.